Aujourd'hui, nous allons parler des murs, non pas de ceux qui s'écroulent, mais ceux qui doivent s'ouvrir. Et en tant que chef d'établissement, vous le savez, et puis vos équipes vous le disent souvent, c'est difficile d'avoir une école déconnectée du monde réel où on vous dit parfois: «Je ne sais pas comment faire entrer le territoire dans nos emplois du temps sans alourdir ma charge administrative». Et du coup, face à ces impasses, la solution ne réside pas seulement dans les réformes internes, mais dans l'ambition de faire de votre établissement un véritable acteur et moteur de son territoire. Pour prendre de la hauteur sur cette question stratégique, nous accueillons une invitée dont le travail est à la fois visionnaire et profondément ancré dans l'humain et l'éducation populaire, Claire Hébert-Suffren. Bonjour Claire, Bonjour Caroline. vous êtes co-auteure de l'ouvrage fondateur L'école éclatée et vous êtes la pionnière, je dirais même l'âme, des réseaux d'échange réciproques de savoir, autrement appelés RERS. Et votre pensée nous offre une perspective unique sur la manière de transformer l'école en allant au-delà des murs, en la faisant coopérer avec la cité pour devenir un véritable territoire apprenant. Alors Claire, j'aimerais bien qu'on entame notre entretien par, la définition, qu'on peut donner à territoire apprenant. Un territoire apprenant, ça implique de passer d'une logique de partenariat plutôt ponctuel à une véritable gouvernance éducative partagée. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, selon vous, quelles seraient les 3 étapes fondamentales que doit franchir un chef d'établissement pour initier cette transformation systémique et faire de son école un moteur du territoire? Alors je ne sais pas si ce seront des étapes, fondamentales, mais il me semble que la première étape, pour un directeur d'établissement, c'est-à-dire un pilote d'une équipe, éducative et pédagogique, c'est d'abord une réflexion partagée sur la question des territoires. Parce que nous avons beaucoup de représentations sur la notion de territoire et la plus courante est qu'un territoire, c'est un espace, géographique souvent, dans lequel des besoins d'une population trouvent des réponses, alors que ce soit des les territoires ne sont pas les mêmes selon que ce sont des besoins en santé, en éducation, en recherche d'emploi et cetera et il me semble que la première réflexion à partager, c'est peut-être d'inverser, cette logique, cette définition-là et non pas de définir a priori, un territoire correspondant à des besoins et à des réponses à ces besoins, mais le territoire comme le résultat du partage de ressources. C'est-à-dire que c'est en partageant des savoirs, c'est en partageant des expériences, c'est en partageant des questionnements, c'est peut-être même en partageant des utopies et des projets que l'on fabrique du territoire et la logique est beaucoup plus intéressante parce qu'elle va en effet, diriger les étapes suivantes qu'un chef d'établissement peut engager pour ouvrir son établissement et surtout, plus que l'ouvrir, en faire un élément constructeur, du territoire apprenant. C'est ça qui me semble le plus intéressant et je vais peut-être donner un petit exemple, que j'ai vécu quand j'étais enseignante. Je voulais que mes élèves, hem, remettent en question, heu ce les représentations qu'ils avaient et qu'elles avaient d'elles-mêmes, qu'elles avaient et qu'elles avaient de leurs parents et qu'ils avaient et qu'elles avaient de leur territoire de vie qui était, une banlieue pauvre de Paris, Orly et quand je suis arrivée jeune enseignante dans cette ville, on m'a comme on pourrait dire «prévenue» entre guillemets contre les élèves en me disant: «Tu vas voir, c'est des enfants en difficulté, c'est des enfants défavorisés, c'est des parents qui ne s'intéressent pas à l'école et plus globalement encore, c'est une ci des cités difficiles. C'est des quartiers, dans le meilleur des cas, on disait sensibles». Voilà et il me semblait que je ne pouvais pas les aider à apprendre, que je ne pouvais pas coopérer avec les parents et que je ne pouvais pas situer l'école dans son territoire si je ne voyais que ce qu'il n'était pas, ne faisait pas, ne savait pas, ne pouvait pas et donc je pense que ce refus d'entrer dans cette représentation m'a permis de voir un certain nombre de choses et de décider d'un certain nombre d'actions et donc l'action dont je vais vous donner l'exemple, c'est comment changer ce regard sur eux-mêmes,
sur les parents, le réseau personnel et la famille et je leur ai proposé de faire un travail de recherche sur la vie en HLM à Orly et dans ce cadre-là, on est allé voir tout ce qu'il y avait comme richesse. Regardant un territoire comme une richesse incroyable d'expériences, de compétences, d'histoires, de relations, de refus, de questions et donc dans ce cadre-là, nous sommes allés visiter la chaufferie après que j'ai pu prendre le contact avec l'ouvrier chauffagiste qui avait accepté et je suis partie donc avec mes élèves, visiter la chaufferie. L'ouvrier chauffagiste a été très impressionné d'être considéré comme aussi intéressant qu'un musée. Il avait même préparé des boissons et des petits gâteaux pour les enfants et donc on a compris, on a visité, on a répété, on est rentré en classe, on a fait un compte rendu et puis voilà, la vie a continué dans la classe et lorsqu'un groupe d'enfants a voulu faire un exposé sur les volcans, j'ai demandé, par mon mari Marc et puis son réseau de relations, on a trouvé une géographe qui est venue aider les enfants à préparer l'exposé et donc voilà qu'un jour, on se prépare à écouter l'exposé, la géographe est présente et tout au soudain, on entend frapper à la porte de la classe. Entrée, c'est l'ouvrier chauvasiste. Alors, il venait pas par hasard, on lui avait dit en le quittant: «Venez nous voir, ça nous fera plaisir», hein. On avait déjà ouvert la porte, hein et il est entré et il dit: «Bonjour madame, je viens voir si vos élèves ont bien compris». Il a posé des questions aux enfants, il m'a dit: «C'est pas terrible». Il a dit aux enfants: «Je vais voir avec votre maîtresse». Il m'a interrogé, il m'a dit: «Oh ben, il faut que je vous réexplique» et là, il nous a réexpliqué en quoi consistait, le travail sur l'énergie, qu'il partageait, qui faisait que Orly était chauffé. Voilà, tout ensuite il nous a évalués. D'aucuns pourraient se demander: «Mais et c'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on sait le transmettre?» mais il avait tellement envie de nous faire comprendre son métier et nous étions tellement fiers qu'il soit venu nous l'expliquer que ça matchait bien, que ça allait bien et au moment où il allait partir, une petite fille, lui a dit: «Mais est-ce que vous pouvez rester pour voir comment nous on travaille?» donc il est resté. Il a écouté l'exposé sur les volcans, il a été impressionné et j'ai su le surlendemain, qu'il était resté 1 heure devant l'école à discuter volcan avec la géographe et c'est là que je me suis dit: «Mais dans cette ville, il y a un nombre incroyable de gens qui ne savent pas qu'ils savent, qu'ils ne savent pas que leurs savoirs sont intéressants pour les autres, qu'ils ne savent pas qu'ils pourraient les partager et qu'ils ne savent pas que des curiosités pourraient naître dès lors qu'on rencontrerait d'autres métiers, d'autres projets, d'autres expériences et j'ai eu l'occasion de raconter ça devant un géographe, Jean-Paul Ferrier, lors d'une grosse manifestation organisée par le conseil régional PACA et Jean-Paul Ferrier réagissait comme ça, heu il disait: «Claire Hébert-Suffren vient de montrer que peut-être que nous sommes tous en partie des géographes, dès lors que grâce au savoir d'un géographe qui nous renvoie que nous avons en effet un regard, une connaissance des lieux dans lesquels nous habitons et on ne peut pas travailler avec un groupe social, avec des enfants, sans s'appuyer sur les connaissances qu'ils ont des lieux dans lesquels ils vivent, que ce soit le lieu immeuble, le lieu quartier, le lieu ville, ou le lieu pays ou plus largement le lieu monde et voilà et donc ça c'était la 1re étape, c'est de considérer et dans le mot considérer, il y a quelque chose de fort, c'est-à-dire qu'il y a de la reconnaissance. On en reparlera peut-être et je dirais comme deuxième étape forte pour un chef d'établissement, c'est en effet, heu, de peut-être d'essayer cette démarche de reconnaissance, de renvoi aux gens qui sont porteurs de savoir, de commencer déjà par l'essayer dans son établissement. C'est-à-dire que, regarder que les enseignants eux-mêmes sous-estiment complètement à quel point ils sont porteurs d'intelligence, de savoir-faire, de savoir se questionner, de savoir même ne pas y arriver et le reconnaître en essayant autre chose. Les élèves eux-mêmes, j'y reviendrai, les élèves eux-mêmes sont persuadés qu'ils sont à l'école, pour apprendre et que forcément le savoir, vient du maître et que forcément eux, ils ne savent rien. Et donc, pour moi, la deuxième étape, c'est est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre dans l'établissement avec
les personnels volontaires et dans les classes avec les enseignants volontaires, les enfants ne sont pas dans ce même type de volontariat. Ils sont pas volontaires pour être à l'école et donc on leur demande jamais s'ils sont d'accord pour un cours frontal, pour le travail de groupe et cetera. C'est l'enseignant qui propose et pour moi la bonne pédagogie, c'est la pédagogie plurielle dans lequel il y a des moments de travail seul, des moments de recherche, des moments de travail de groupe, des moments de cours et cetera et cetera et donc heu je pense que, à travers de nos plus de 50 ans d'expérience, nous avons, une flopée d'expériences, d'échanges réciproques de savoir à l'école, entre classes, entre élèves, entre équipes pédagogiques, entre enseignants et il me semble que avant de se dire: «On va aller chercher les savoirs ailleurs», et il faut déjà se dire: «Mais dans mon établissement, il y a une multitude de savoirs dont les porteurs ne savent même pas qu'ils en sont porteurs, dont une multitude d'ignorances dont les porteurs ne savent même pas qu'ils peuvent oser les dire et que c'est pas honteux de ne pas savoir puisqu'on est là pour apprendre et donc travailler sur la conscience de leur savoir et la conscience de leur manque comme occasion de se dire qu'ils peuvent apprendre, comme ouverture, de curiosité. Voilà, ce qui me semble la deuxième étape, préalable et peut-être que la troisième étape préalable, c'est, peut-être, d'organiser des temps de rencontres avec les partenaires, et les personnes volontaires. Ça peut être une association d'éducation populaire, ça peut être un foyer de jeunes travailleurs ou de travailleurs, ça peut être, des personnes, qui ont un jardin ouvrier, ça peut être, une maison de retraite et cetera. Donc, en fait, c'est impressionnant de voir que dès lors qu'on va solliciter les personnes ou les collectifs, non pas pour leur dire: «On va coopérer», parce qu'on ne voit pas bien ce que ça veut dire, mais est-ce que vous acceptez de venir partager vos savoir-faire, de venir apporter vos savoir-faire à d'autres, que ce soit des enfants, que ce soit des enseignants, que ce soit d'autres associations, à quel point ils le vivent comme un honneur, ils le vivent comme une forme de reconnaissance. Il me semble que le chef d'établissement peut prendre le temps avec son équipe de considérer tout ce que cette équipe et une équipe élargie, pas seulement les enseignants, les administratifs, la cuisinière, les femmes de ménage, les parents, les associations qui éventuellement travaillent déjà avec l'école. Prendre le temps de reconsidérer la richesse de leur territoire. Il me semble que ça, c'est, heu, c'est le préalable. Voilà. Après, oui, vous Et alliez et et dire? du coup, comment est-ce qu'on fait concrètement? Parce que, moi, je suis chef d'établissement, les collègues qui nous écoutent, aussi. C'est de se dire tout ce travail d'identification, comment on peut le mener? Déjà, on est tous dans un environnement assez, disparate et de se dire: «Comment est-ce que je vais faire entrer ces savoirs un peu, cachés finalement dans l'école, sans dénaturer la mission première de l'école et avec ce qu'il y a derrière, les programmes, les objectifs, et cetera?» Comment est-ce que je Alors peux trouver ces savoirs, chez le chauffagiste d'à côté et les réutiliser, comme étant un savoir qui va faire progresser par rapport aux attendus de l'école? alors, je reviendrai plus tard sur la question de la réciprocité, mais je pense que, là aussi le travail des représentations sur la conception des savoirs. Le alors prenons, c'est un choix, hein, et on peut avoir d'autres conceptions des savoirs. Prenons comme conception des savoirs, le savoir est toujours le résultat d'un apprentissage. Donc aider des gens à repérer qu'ils ont su, y compris à l'école, c'est leur dire: «Tu as déjà été capable d'apprendre, donc tu es encore capable d'apprendre». Donc ça, c'est pas rien. C'est pas rien parce que ça dédramatise le savoir et pour entrer dans d'autres savoirs que ceux qui sont prédestinés, a priori pour telle organisation, c'est intéressant de remettre en question. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec André Jordan, qui travaillait beaucoup sur la nécessité de remettre en question ses conceptions pour apprendre, hein et donc des savoirs qui sont de résultats d'apprentissage et les savoirs étant le résultat
y compris ce que je me suis approprié, étant le résultat du travail d'autres personnes, d'autres collectifs, des laboratoires de recherche, des enseignants et cetera, avant moi. On va considérer qu'ils sont de droit, tous les savoirs sont de droit pour tout le monde. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore répondu à votre question. Et donc, les 2 autres éléments de réponse qui me semblent intéressants, c'est premièrement de considérer que chaque savoir est un réseau de savoir, est un tissu de savoir et que les savoirs sont en réseau les uns avec les autres. Je vais prendre un exemple, qui m'a beaucoup touchée. Dans le cadre de cette, recherche qu'on faisait avec les enfants sur la ville d'Orly, on est allé avec une dizaine d'enfants. Ça a été filmé d'ailleurs dans un film, diffusé sur la deuxième chaîne en 74, un film d'une demi heure. Ils sont allés interroger, des résidents d'un foyer de travailleurs ainsi que le directeur du foyer de travailleurs. C'est tout à fait intéressant parce qu'on s'aperçoit les enfants sont souvent beaucoup plus intelligents, peut-être dès qu'ils sortent du cadre dans lequel ils croient que c'est comme ça qu'il faut penser. Le fait de sortir du cadre fait venir de la créativité, de l'intelligence, des situations et donc ils les interrogent, les résidents qui disent qu'ils sont très contents, bon, ils nous font visiter leur chambre. Ils sont à 8 avec, 2 séries de 4 lits superposés dans chaque chambre avec une armoire en fer. Ils sont très contents d'être là parce qu'ils sont quelque part et puis ensuite ils interrogent le directeur qui leur dit il leur demande: «Mais qu'est-ce que vous faites si, s'ils ne payent pas?» Donc le directeur dit: «Ah ben, à ce moment-là, enfin, en gros, ils vont ailleurs». Donc les enfants qui ont 10 ans, hein, un peu choqués quand même. Et puis nous en rentrons en classe et là, un débat s'instaure. «Oui, mais tu comprends, c'est vrai, c'est pas cher pour eux, ils doivent être contents d'être dans cette chambre» et alors là, on a une séance de mathématiques incroyable. Hem, alors il y a un des enfants qui dit, «Oui, mais tu vois, ils payent» alors je ne sais plus vous les dire, hein, parce que c'était en ancien francs et je ne sais plus vous dire les prix. Ils payent X, chacun, multiplié par 8, ça fait tant par mois. Mes parents, pour un 5 pièces, ils payent beaucoup moins. Ils ont fait des calculs, les enfants ont vu le lien, non seulement ils ont vu le lien d'apprendre de la nécessité d'apprendre le calcul, d'apprendre à raisonner, d'apprendre l'esprit critique. Ils l'ont vu lié à une situation qu'ils ont rencontrée, mais c'est la situation qu'ils ont rencontrée qui leur a permis d'entrer dans le savoir scolaire et à mon avis, tous tous les savoirs de l'extérieur, tout ce qu'on appelle les savoirs du quotidien, les savoirs ordinaires, les savoirs non repérés, non reconnus, non estimés, sauf si ce sont ceux des chercheurs dans les laboratoires ou des grandes écoles. Mais tous les savoirs peuvent amener un autre exemple, là, c'est pas à l'école, mais ça renvoie au savoir formel. Un groupe de femmes apprend, la cuisine aux pois chiches et l'animatrice qui a un rôle de conseiller, un peu comme un rôle d'enseignante, hein, qui est conseillère en économie sociale et familiale, les aide à se poser des questions qu'elles ne s'étaient pas posées, mais à partir de la situation vécue. Et vous savez d'où ça vient le pois chiche? Et on s'aperçoit qu'elles sont toutes de pays bordant la Méditerranée. Donc elle les invite chacun à présenter géographiquement, historiquement leur pays aux autres et puis on regarde le pois chiche, qu'est-ce que c'est que biologiquement? Et puis quelles sont les vertus diététiques du pois chiche? Et puis historiquement, à partir de quand on a trouvé des pois chiches? Et on va même chercher dans la littérature et cetera et cetera. C'est-à-dire que à partir d'un dessert aux pois chiches, on a fait de la géographie, on a fait de l'histoire, on a fait de la biologie, on a fait de la diététique, on a fait de l'archéologie, donc elles ont fait aussi de l'informatique parce qu'elles sont allées chercher sur les ordinateurs à quel moment on voyait des pois chiches sur les fossilisés et cetera et c'était assez incroyable, hein et donc heu, je pense que si on conçoit bien tout le temps, comme le disait, Edgar Morin, heu, il faut, je pense, relier toujours, toujours, relier sans confondre, conjuguer sans séparer, y compris les savoirs. C'est-à-dire que vous pouvez à partir d'un savoir jouer aux billes,
par exemple, d'un savoir, de connaître les chemins construits par les personnes. Ça, c'est un savoir sur le territoire. Les gens ont construit des chemins qui sont un peu à côté des chemins prédestinés, par les urbanistes. On peut, à partir de là, aller vers de multiples savoirs et en effet remplir sa mission scolaire qui est de leur apprendre non seulement des savoirs liés au programme, mais qui est aussi de leur apprendre à se questionner, à regarder autour d'eux, à observer, à juger, à développer leur esprit critique, à apprendre à vivre avec les autres et une fonction de l'école qui est trop souvent oubliée à mon avis, c'est leur apprendre dès l'école à se construire des territoires apprenants. C'est-à-dire leur apprendre dès l'école à se construire des réseaux multiples dans lesquels il va pas être toujours avec le même, profil culturel, le même profil social, le même profil ethnique, mais des réseaux dans lesquels c'est la multiplicité qui va faire la richesse et surtout des réseaux dans lesquels ils vont apprendre à puiser les réponses dont ils ont besoin mais qu'ils vont aussi apprendre à alimenter de leur savoir. Et là, on touche, à mon avis, complètement le rôle de l'école par rapport aux enfants. Sans compter qu'on élargit le rôle de l'école pour faire, de l'école un moteur du territoire apprenant, mais aussi pour faire de la société une société apprenante dans lesquelles l'école va avoir ce rôle quasiment j'allais dire magique. Magique parce qu'on ne comprend pas toujours comment ça se passe et donc on dit que c'est magique. L'école, avoir ce lieu extraordinaire, le lieu dans lequel on va repenser ensemble les savoirs dont on a besoin et dont on aura besoin pour l'avenir. Il me semble que, hem, cette, ce savoir repérer, nommer, identifier, solliciter les savoirs de l'environnement, ça peut être complètement ça peut faire complètement partie du métier d'enseignant, y compris pour les ramener au savoir dont ils ont la responsabilité de le leur transmettre, Mmh. de Et les leur transmettre. considérer aussi, du coup, que l'école n'est pas l'unique espace pour apprendre. Je veux dire d'un point de vue, des élèves, je parce que c'est assez, bluffant quand même de se dire, vous datiez, cette expérience-là de 1974, et de se dire comment est-ce que ce schéma qui était, le vôtre en 1974 d'ouvrir, votre classe, aux autres, aux liens et à votre environnement, comment est-ce que toutes ces années plus tard, on n'en est toujours pas là tous? Et que les élèves, moi je le vois avec les miens, finalement, j'ai l'impression que parfois ils franchissent le portail, ils sont dans des dispositions d'apprendre, ils refranchissent le portail et ils sont d'autres personnes, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus des élèves en situation d'apprentissage, ils sont, des jeunes dans leur famille, ils sont, voilà, ils et donc du coup, moi je trouve ça très, très inspirant et de surtout me dire que l'élève doit prendre conscience que l'école n'est pas l'unique espace pour apprendre Oui, et heu je pense que ça, Heu on dit que l'école actuellement a des soucis. Moi, je pense que la société a des soucis avec son école parce qu'elle ne sait pas en reconnaître la richesse et que les enseignants ne savent pas forcément toujours la montrer et que les équipes ne savent pas toujours la montrer. Mais je pense que plus ça va et plus je pense par rapport à ce qu'on a vécu dans les années 70 et qu'on a continué quand même à vivre avec, des enseignants de primaire, de collège, de lycée. Actuellement, on travaille avec, heu le groupe de l'innovation de la DGESCO qui est intéressé avec l'OCCE. Donc il y a vraiment des intérêts pour cette démarche parce que, heu, en fait, les intérêts s'ouvrent quand on est affronté à des difficultés. Et là, il s'agit de ne pas baisser les bras et de se dire: «Comment on peut, heu, contribuer à transformer notre école pour qu'elle soit de plus en plus intéressante, de plus en plus nécessaire?» plutôt que, de se dire même maintenant avec le numérique, ils apprennent ailleurs. Mais oui, justement, ils apprennent ailleurs. Ils apprennent tout un et on a l'impression qu'il y a alors vous parliez de mur, qu'il y a un mur
entre tout ce qu'ils apprennent ailleurs et puis ce qu'ils appellent le programme qui les intéresse pas. Je dis pas que les enseignants savent pas, à partir de la pédagogie de projet, à partir des groupes de travail, à partir des exemples qu'ils peuvent donner, à partir des recherches qu'ils peuvent impulser. Je ne dis pas que les enseignants le font pas, mais ils savent pas à quel point ils pourraient le faire et à quel point ce serait bénéfique pour eux-mêmes, continuer à apprendre. En fait, les enseignants, ils sont sur le même objet que les élèves. Ils sont là pour apprendre et ils sont là sur l'objet, c'est l'apprentissage. L'objet, c'est la les savoirs de droit pour tous. Comment je fais pour que cet enfant-là qui est enfermé dans sa peur de lui-même, dans sa conviction qu'il est nul et Dieu sait qu'il y en a. Comment je fais pour lui faire découvrir que bien sûr, il a déjà appris, que bien sûr, il sait des tas de choses dans sa cité et que bien sûr, ces savoirs-là peuvent lui faire découvrir peut-être même le participe passé, le je me souviens d'être allée en classe de neige avec mes élèves, de leur faire découvrir l'environnement et d'avoir eu la chance, que dès le deuxième jour, un groupe d'enfants partant, interviewer, un fermier. Le fermier les a mal reçus, leur a dit: «Vous feriez mieux d'être en classe en train d'apprendre la division à 2 chiffres et le participe passé». Donc ça, c'est ce que les enfants me racontaient. Mais elles m'ont dit: «Mais en même temps, il nous a dit: Si vous voulez, revenez demain, je pourrais vous apprendre à traire». Je savais bien qu'en sortant de CM2 et entrant en sixième, on leur demanderait pas de savoir traire, peut-être soustraire, mais bon, bref. Et évidemment que j'ai dit «oui» et ça a tout changé parce que je suis allée dans tout le village, chercher tout ce que savaient tous ces gens, aussi bien l'artisan en émaux que le maire, que les gens qui fabriquaient du Beaufort, que le maire, que les vieilles personnes qui connaissaient, que les botanistes et cetera, que les jardiniers et je suis même allée voir et tout le monde a accepté de recevoir les enfants pour leur apprendre quelque chose et les enfants rentraient en classe pour dire tout ce qu'ils avaient appris et pour le raconter dans une exposition qu'on allait faire en rentrant à Orly et là, ils avaient envie que ce soit réussi. Alors là, en effet, ils voulaient apprendre quand est-ce qu'on met un accent sur le A et quand est-ce qu'on n'en met pas et là, ils voulaient apprendre son SON et son SONT et là, ils voulaient réapprendre les pourcentages et quand un groupe est allé, fabriquer un chalet savoyard, avec un fabricant de chalets savoyards. Donc le monsieur avait commencé pas par me dire non, mais par me dire: «Bah, enfin, ouais, on peut pas faire construire des chalets savoyards à des enfants». Bon et puis comme il avait pas dit non et il me ramenait le réel. Le réel est toujours une contrainte qui permet d'inventer quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Il me le ramenait ce réel et puis c'est lui qui a eu l'idée et il m'a dit: Je pourrais leur faire construire un chalet savoyard avec la technique réelle de construction des chalets savoyards, mais il faudrait que vous puissiez le remmener dans le car, il faudrait qu'il fasse 1,20 m de hauteur pour entrer dans le coffre du car». C'est ce qui a été fait. 4 garçons, 4 filles sont allés pendant un mois construire ce chalet et je vous assure que quand ils rentraient en classe, non seulement ils écrivaient, ils racontaient, ils faisaient de la littérature à leur niveau, du français, mais ils faisaient aussi des mathématiques parce qu'ils me disaient: «Est-ce qu'on peut revoir les mètres, décimètres, centimètres, millimètres?» Or, c'était la troisième année que je les avais comme enseignante. Donc je pouvais même pas dire que c'était l'enseignant d'avant moi qui n'avait pas fait son travail, c'était moi. Et mais moi, je leur avais appris le système décimal et les tableaux là, dans lesquels on prend, 0,1 et cetera et ça leur parlait pas. Ça leur parlait en rien de la réalité et là, ils étaient confrontés à la réalité qui leur posait des questions et qui du coup faisait que, en fait, on va retrouver je vais en reparler peut-être plus précisément de cette histoire de réciprocité, qui vont faire qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne savent pas et c'est pas grave, parce qu'ils peuvent demander à apprendre et qu'à ce moment-là, les activités cognitives qui se passent en eux ne sont plus du savoir subi, mais du savoir cherché. C'est-à-dire que les activités cognitives, c'est: «J'ai besoin d'apprendre ça et je le cherche». Au fond, on est en train de faire de l'apprentissage une belle aventure finalement et c'est pas si mal comme, comme objet de comme définition de l'école. Mmh mh. Et du coup, comme outil aussi de lutte, contre le déterminisme social.
Heu, quand on a ouvert son territoire, on s'élargit, on rencontre et on donne du sens. Et voilà. Alors, je ne sais pas si je peux donner un exemple et puis développer un peu sur la Oui. question de la réciprocité? Je suppose Mmh. si je déborde un peu peut-être? Non, c'est très bien. Je vais prendre l'exemple que vous connaissez sans doute, Caroline, puisqu'on a travaillé ensemble, de Brigitte, une élève, en début d'année, ma directrice, me conduisait des élèves dans ma classe en me disant: «Vous, avec votre pédagogie, est-ce que vous pouvez recevoir cet enfant-là?» Sous-entendu, qui était déterminé socialement pour être en échec. C'était ça que ça voulait dire et moi, j'étais à la fois fière de recevoir ces enfants et puis, meurtrie un peu parce que je sais que les enfants, ils savent ce qu'on pense d'eux. Donc ils savent quand ils sont un problème pour leur école, pour leur classe. Total, ils apprennent à être un problème. Voilà et donc je me suis trouvée pendant quelques mois en grande difficulté parce que Brigitte voulait travailler avec moi, mais dès que les autres, hem, voulaient l'aider, elle cognait et le fait qu'elle cognait me posait problème. Vous comprenez? C'est évident et poser problème aux autres qui, au bout d'un moment, ne l'aidaient plus et poser problème à Brigitte qui, du coup, se retrouvait toute seule et est perçue comme, le problème de la classe, un des problèmes de la classe, déterminé socialement comme étant un des problèmes de la classe dans un quartier qui était déjà, un peu discriminé et puis on part en classe de neige, là aussi, hein, quelquefois. Ce que ça m'a montré cette histoire de classe de neige, c'est que quelquefois, de sortir du cadre dans lequel les conduites sont figées peut aider des jeunes, des enfants et même des enseignants à se réinventer et à réouvrir les yeux sur leur environnement et donc tous les soirs, il y avait, je mettais de la musique, il y avait une grande salle, je ce soir-là, il faut dire qu'il y avait pas de neige, c'était en mars, il y avait pas de neige, donc l'après-midi, je leur faisais faire de la danse folklorique, d'expression et cetera et puis donc je suis en train de jouer un soir aux cartes avec, un petit groupe et tout d'un coup, un grand silence se fait. Et comme je parle à des enseignants, ils savent que quand un silence se fait qu'il n'a pas demandé, il vaut mieux lever la tête, je lève la tête et j'ai été prise par le même silence et la même émotion que les enfants. C'est-à-dire que Brigitte s'était mise à danser et d'autres enfants qui étaient dans un autre coin de la salle sont venus danser autour d'elle et c'était doublement beau. C'était beau à voir et c'était beau humainement. Et quand la musique s'est arrêtée, j'ai eu comme première réaction auprès de Brigitte: «Mais tu as un don pour la danse». On a des tendances quand même à repérer d'abord les talents, les dons et aussitôt l'enseignante a refait surface chez moi et je lui ai dit: «Mais tu sais, le don, ça suffit pas. Il faut que tu apprennes la danse et je peux te trouver». Je connaissais puisque, on était bien implantés dans Orly, une prof de danse du petit conservatoire municipal. «Je peux te trouver un cours de danse. Est-ce que tu accepterais d'y aller?» Et Brigitte m'a dit: «Oui». J'ai mis longtemps, longtemps, longtemps à mesurer le pas énorme de Brigitte. C'était pas mon pas à moi, c'était le pas de Brigitte de dire «oui». Donc elle est allée prendre ses cours de danse et puis quelques temps plus tard, pour un spectacle de fin d'année que j'organisais, j'ai dit à Brigitte: «Est-ce que tu accepterais de nous apprendre, un peu de ce que tu fais en danse pour comme ça dans le spectacle de fin d'année, on mettrait de la danse?» Et elle a dit un deuxième «oui». Elle l'a fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, elle n'était plus le problème. Elle était Brigitte qui était douée en danse. C'est énorme comme changement dans le rapport à soi et dans le rapport aux autres. Et le changement de rapport à soi, le changement de rapport aux autres peut être essentiel dans la question du rapport aux apprentissages. Voilà. Mais c'est surtout ce qui m'a impressionnée, c'est que ça a dédramatisé l'apprentissage pour elle. Et du coup, elle s'est mise à travailler. Il aurait pu ne rien se passer, hein, c'est pas miraculeux. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose que ça m'a fait réfléchir. Elle s'est mise à travailler, elle a fait un exposé sur les volcans, pas sur les volcans, sur la girafe, et puis elle a fait lors du spectacle de fin d'année, devant une salle de 500 personnes, elle a été l'élément dansant principal avec tout le monde debout pour l'applaudir. Là, on n'a pas perdu son temps et elle est entrée dans une école de danse. Heu heu et donc il me semble que le dans cette histoire-là,
En fait, ce qui a été mis en place, que moi j'ai beaucoup retravaillé, avec Marc, avec des équipes, de l'éducation populaire d'enseignants, c'est la question de la réciprocité. Je vais en dire quelques mots. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de la réciprocité qui est autour de la notion de donner-recevoir. En fait, si on considère le donner et recevoir dans un collectif dont on fait partie, comme un droit pour chacun, non pas comme impossible, comme une mais comme un droit. On sait bien le plaisir que ça fait de donner, on sait bien le plaisir que ça fait d'aider et ce jour-là, moi, je me suis rendu compte, je me suis posé la question: «Qu'est-ce que ça fait à l'autre de n'être jamais attendu pour ce qu'il peut apporter, de n'être jamais celui qui compte dans un collectif, celui dont la classe, l'école a besoin parce que s'il n'était pas là, l'école serait moins bien, la classe serait moins bien, le quartier serait moins bien. Donc cette première dimension du donner-recevoir qui entraîne une deuxième dimension de la réciprocité qui est que ça crée une forme de parité. Alors la parité, c'est pas tous les savoirs sont égaux, ça veut rien dire. On sait bien que socialement, c'est pas vrai et puis que, la hiérarchie des savoirs, chacun peut se la donner pour lui-même en fonction de son histoire, de ses besoins, et cetera. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas une hiérarchie sociale des savoirs actuellement, évidemment. Mais la parité qui est proposée, c'est nous sommes tous des gens qui savent et des gens qui ne savent pas. Des gens qui peuvent apprendre, qui sont capables d'apprendre et des gens qui peuvent accompagner les apprentissages des autres, qui peuvent se dire: «Ce que j'ai appris, peut-être que d'autres sont capables de l'apprendre et je peux les y aider». Ça nous entraîne à une troisième dimension de la réciprocité, qui est dans chacun de ces rôles. Chacun est dans une dynamique de réciprocité. C'est-à-dire que celui qui offre un savoir, il va à moi au moins 3 moments apprendre. Quand il prépare, quand il refait le retour, sur son apprentissage, quand il se rappelle comment il a appris, quand il identifie ce qu'il en sait, quand il identifie ce qu'il n'en sait plus, et cetera. Il y a un travail de prise de conscience du savoir dont on est porteur, de ses limites, de ses applications, de ses situations, et cetera. Ensuite, il y a le moment où on reformule et où on parle et où on travaille. C'est un moment où on pense et on continue à penser ce que l'on sait ou sur ce que l'on sait. Puis il y a le moment où l'autre vous pose des questions, soit des questions auxquelles vous savez répondre, soit des questions auxquelles vous ne saviez pas répondre. Et donc, et de la même façon, quand celui qui est demandeur de savoir, il faut qu'il comprenne que quand il demande des savoirs, non seulement il se fait chercheur, mais il donne l'occasion à d'autres de lui transmettre et de l'accompagner. Ce qui nous amène à une dimension de la réciprocité qui est très souvent oubliée, c'est le fait d'être dans les 2 rôles, de jouer les 2 rôles, de celui qui accompagne et de celui qui est accompagné, de celui qui accompagne l'apprentissage d'autrui et de celui qui est accompagné pour ses propres apprentissages. Ça permet de penser intérieurement, de s'enrichir soi-même quand je au moment où je transmets, au moment où j'enseigne. Eh bien, quand je vais en stage à l'éducation nationale et qu'on me demande jamais ce que je sais et que je suis dans un coin à écouter pendant des heures quelqu'un, je me dis: «Mais ça, c'est insupportable», mais moi je le fais avec mes élèves. Je le fais, je leur fais vivre et je me demande pas ce que ça leur fait et là, dans ce stage où on nous a mis en situation de débat, du dialogue, y compris de recevoir des choses de l'expert qui est là, qui vient nous apporter, mais à partir de nos questions. Eh bien moi, à mon tour, j'ai un petit peu le temps peut-être de prendre un exemple. C'est dans un lycée. C'est dans un lycée en Corrèze où, le réseau d'échange réciproque de savoir a fonctionné pendant 25 ans et a concerné des centaines d'élèves. Et le la prof de français, une des profs de français qui est à l'origine de ce réseau, raconte, elle demandait, l'espagnol. Elle fait partie du réseau, elle est enseignante de français, ça c'est son métier et dans le réseau, elle est offreuse et demandeuse, offreuse de latin et demandeuse d'espagnol et donc, un jour, elle dit à sa propre élève d'ailleurs, qui lui enseigne l'espagnol, elle lui dit, «Maribel, Maribel, là je comprends pas l'histoire des accents».
Donc pour ceux qui se connaissent bien l'espagnol, ils doivent comprendre où est le problème et Maribel lui dit: «Ah je le savais qu'un jour vous me poseriez la question, moi non plus. Est-ce qu'on peut en parler la semaine prochaine?» Donc Jacqueline, dit: «Oui, oui, oui» et Maribel, à ce moment-là, va trouver sa prof d'espagnol et lui dit: «Vous pouvez me réexpliquer les accents? Parce que je suis en train de l'apprendre à madame Culetto». Et là, vous comprenez bien que les activités cognitives de Maribel sont pas les mêmes, ça c'est mon point précédent, sont pas les mêmes parce qu'elle écoute en se le redisant dans la tête. C'est-à-dire, c'était Philippe Mérieux qui nous avait un peu aidé à voir ça, qu'une parole interpersonnelle entre sa prof d'espagnol et elle devient une parole intrapersonnelle. Elle se parle de ce savoir, elle se le répète pour pouvoir le répéter, elle se le questionne et donc elle va la semaine suivante, retrouver Jacqueline et lui dit: «Ça y est, je peux vous expliquer». Jacqueline comprend tout de suite, tout est bien qui finit bien apparemment, et à ce moment-là, Maribel demande à Jacqueline: «Est-ce que ça vous arrive à vous, quand on vous pose des questions, de ne pas savoir répondre?» Alors Jacqueline dit: «Beh, évidemment» et Maribel de lui dire, «Et vous faites quoi?» «Eh ben je fais comme vous». Je vous dis: «Bon, on mettra ça là, on en parlera la semaine prochaine et entre-temps, je me renseigne». C'est-à-dire qu'on voit bien dans cette toute petite histoire, comment le fait d'être à des moments celui qui accompagne, à d'autres moments celui qui est accompagné, nous fait progresser dans le fait, d'enseigner et d'accompagner autrui. Heu et il me semble que, heu, en fait, en quoi ça lutte contre le déterminisme parce que ça dit à ceux qui sont il y a on parle d'ouverture de l'école, on parle d'ouvrir l'école sur le territoire, mais il y a une ouverture sur les personnes et il y a accompagner les personnes à sortir de leur enfermement, dans la représentation qu'ils ont complètement intégrée d'eux-mêmes. Ils sont pas des bons. La philosophie, c'est pas pour moi. Le piano, c'est pas pour moi. Schubert, ah non, parlons pas, je sais même pas qui c'est. Heu et là, ce déterminisme, on va pas faire de tous les de t toute une école d'un quartier dit sensible, des élèves de Polytechnique et de l'ENA, mais si on leur permet en effet, se croire un petit peu plus capables, se croire capables d'apprendre, se croire capables d'essayer d'apprendre, se croire capables d'affronter leurs ignorances en disant: «Mais tout le monde est ignorant, pas des mêmes choses et je peux me f» en fait, la conscience de nos manques est un tremplin, vers l'apprentissage et vers la reconsidération de soi-même, vers une reconnaissance par soi-même, peut-être par les autres et peut-être par l'école et si c'est par l'école, ça peut être au plus globalement par la société. C'est ça qu'elle vivait la petite Brigitte et là, j'ai compris que quand elle cognait parce qu'elle voulait pas être aidée, peut-être qu'elle avait raison. Parce qu'en allant l'aider, on l'a renfermée encore. On l'a replongée dans son univers de malheur, Mmh. Et ça introduit de aussi pauvre une petite fille espèce qu'il faut aider. ça introduit aussi une espèce d'horizontalité dans la relation. Moi, c'est ce que ça m'évoque et du coup, je fais le parallèle avec, nos missions de chef d'établissement, hein. Heu, le positionnement dans lequel, on va être parce que, bah, on est professeur par rapport à un élève, ou on est, chef d'établissement par rapport à d'autres personnels dans l'établissement. Finalement, c'est aussi une représentation dans laquelle on nous met, dans laquelle le système nous a mis, la case dans laquelle on nous voit et dans laquelle on se sent, exister et finalement, on peut tout à fait être nous-mêmes le moteur, qu'on soit enseignant vis-à-vis de ses élèves ou, chef d'établissement vis-à-vis, de ses personnels, d'un espèce de rééquilibrage à l'horizontale de la relation qui va être, comme vous le dites, hein, de donner, de recevoir, de reporter dans le temps parce que, on n'est pas, c'est pas parce qu'on est chef d'établissement qu'on a toutes les réponses à toutes les questions et ça me parle beaucoup ça, hein. On le travaille d'ailleurs, chez Manageduc, hein, de travailler à l'horizontalité du pilotage donc tous ces exemples-là, les exemples, et de Brigitte et de Maribel, on peut aussi nous les réemployer en tant que chef d'établissement. Mais j'aurais voulu qu'on revienne sur, aussi une des préoccupations des chefs d'établissement qui va être plutôt, la complexité, organisationnelle, heu,
Bah, justement, de toutes ces expérimentations dont vous nous parlez, bah, ça fait, une organisation spécifique de faire venir, des intervenants, de sortir soi-même, de, se questionner, de prendre, le temps des relations, de l'échange. Comment est-ce qu'on peut faire? Quelles pourraient être les astuces? Et je sais que vous avez observé, vous, Claire, des établissements qui réussissent cette ouverture sur le territoire, et qui réussissent à être innovants et qui pourtant n'épuisent pas leurs équipes et ça, c'est des astuces que j'aimerais bien que vous nous partagiez. Alors je ne sais pas si c'est des astuces. Je veux quand même revenir un tout petit peu sur le point précédent, sur les fonctions. Heu, il y a je pense qu'il y a une grosse confusion qui traîne, qui traîne, qui traîne. C'est, la hiérarchie fonctionnelle et la hiérarchie personnelle. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a besoin de hiérarchie fonctionnelle dans un établissement, dans une institution. Bien sûr qu'il y a besoin de hiérarchie fonctionnelle et que telle fonction j'ai encore un tout petit peu le temps de parler de parce qu'on a parlé de primaire, on a parlé de lycée et on peut parler d'enseignants aussi. Moi, quand j'ai été inspectée, en 67, je crois, j'ai été inspectée par monsieur Adair, qui est resté trois heures dans ma classe, qui ensuite m'a dit 3 choses. Il m'a dit: «Madame, vous êtes une excellente pédagogue» et je lui ai dit j'étais timide. Et je lui ai dit, je suis devenue rouge et je lui ai dit: «Pourquoi vous dites ça, monsieur?» Et il m'a redit ma classe. Il m'a réexpliqué ma classe, telle qu'il l'avait vue. Et il était pas en train de m'enfermer dans un regard. Il me disait: «Moi, ce que j'ai bien aimé chez vous, ce que vous faites quand vous faites ça, mais on voit bien la logique, on voit bien l'objectif et cetera» et il m'a permis de voir des choses que je faisais sans savoir vraiment. La deuxième chose qu'il m'a dite, il m'a dit: «Oui, mais votre cours de mathématiques était pas dans la cohérence avec le reste de votre enseignement». En effet, ce jour-là, c'était un programme, ils avaient c'était des enfants de 8 ans et le programme, c'était les prix d'achat, les prix de revient, les bénéfices et les prix de vente. Je vous jure que c'est vrai et pour les intéresser, c'est pas facile. Bon, enfin, je et je lui ai dit là aussi, je lui ai dit, «Mais en fait, monsieur, j'ai pas su» comme il avait en fait, il avait créé une façon d'être ensemble. Il était mon supérieur hiérarchique, mais il avait créé une parité relationnelle avec moi et j'ai pu lui dire: «Mais j'ai pas su faire» et là, audace des timides, je lui ai dit: «Comment vous auriez fait vous?» Et là, il s'est mis à chercher avec moi. Il m'a dit: «On pourrait essayer ci», puis je lui ai dit: «Oh mais c'est une bonne idée, puis on pourrait faire ci» et cetera et la troisième chose qu'il m'a dite, c'est: «Vous faites sans doute partie du mouvement Freinet» et moi je n'avais pas fait de formation, j'étais sortie du bac, et je ne savais pas, mouvement et freiner, ça me semblait aller un peu en contradiction. Tu te mets en mouvement, tu freines quoi. Il m'a expliqué, que qui était stylé instinct freiné et il m'a dit: «Vous devriez prendre contact avec le groupe local, ils vous apprendront des choses et vous leur en apprendrez». C'est-à-dire qu'il a joué complètement son rôle de hiérarchie en me permettant de regarder mon travail, de me questionner et de me remettre donc de me remettre dans le sens me remettre en question et de chercher avec les autres, deuxième point et de me relier à d'autres avec lesquels j'allais pouvoir apprendre, mais auxquels je pouvais aussi comprendre et donc je pense que ça nous introduit peut-être aussi quand même à votre question sur la complexité organisationnelle. Heu, vous avez dit aussi une chose, faire venir des intervenants en classe. Je ne suis pas sûre que c'est de ça que je parle. Pourquoi pas? Alors je parlais Pourquoi du pas? chauffagiste, par exemple. Oui, heu, ce qui me semble important, c'est la notion de projet, heu, de de projet enthousiasmant qui nécessite de l'interdisciplinarité, pas seulement au sens des disciplines scolaires, mais au sens aussi des fonctions, des métiers, des expériences qui existent dans la société. Et donc là, il y a en effet une complexité à mettre en œuvre et cette complexité, elle pourrait ne pas faire peur parce que justement, ce sont des projets enthousiasmants. Parce que justement, heu quand on est par exemple, quand on a fait un voyage chez nos correspondants, heu, hem, tous les parents s'y sont mis et c'était des parents dont on dit qu'eux, hein, tous les parents c'était
En tout cas, il y a même une maman qui m'a prêté sa belle-mère pour faire la cuisine là-bas dans la classe qu'on voit. Enfin, pour vous dire, c'était assez, et donc la complexité, en fait, est-ce qu'on peut faire un pas de côté en se disant: «Je mets en place un autre type de complexité liée à la notion de créativité et de projet innovant dans lequel on a besoin de beaucoup plus de savoir, d'expérience que quand on fait seulement, sa classe, tout simplement.» Et donc le 2e point que je dirais, c'est, commencer, ça c'est comme dans la vie quoi, dans la vie on commence bébé. Commencez bébé, faites un bébé réseau territoire apprenant, faites un bébé établissement apprenant. C'est-à-dire commencer avec ceux qui veulent. Alors avant même de commencer avec ceux qui veulent, commencez avec ceux dont vous avez repéré que ça leur parlerait bien comme façon de faire. Ensuite, proposez aux volontaires et puis il y a aucun jugement sur les autres. J'ai une amie qui était inspectrice de l'éducation nationale, elle avait lancé le réseau d'échange réciproque de savoir professionnel dans sa circonscription, 350 enseignants. Elle en a repéré quelques-uns, dont elle savait que ça leur plairait. En général, on ne se trompe pas quand même, hein. Et puis ensuite elle a dit: «Beh, pour les volontaires, on va partager les savoirs utiles professionnellement pour les volontaires.» Et il y a eu à peu près 50 volontaires sur 350, ce qui est pas mal. Et l'année suivante, beaucoup des autres ont dit: «Mais pourquoi on n'y a pas droit?» Parce qu'en fait, il y a une inquiétude devant quelque chose de nouveau et c'est normal parce que quelque chose de nouveau peut vous déstabiliser. C'est normal d'avoir peur. La peur, elle est signe de peut-être danger, déstabilisation. Il faut pas trop avoir peur de la peur. Heu et donc essayez quelque chose, mais essayez-le petit. Décidez pas tout à coup de transformer complètement, totalement. Vous allez vous affronter aux peurs individuelles, aux représentations, aux désaccords politiques, aux désaccords de conception de l'école, aux désaccords de conception du métier de l'enseignant. C'est pas la peine de prendre tous les moyens, pour, comme on disait, l'écrivain le sociologue de Palo Alto, «Comment réussir à échouer?» Comment réussir à échouer? Non, c'est pas la peine d'essayer de réussir à échouer. Heu, Commencez là où vous pouvez, pas tout seul, reliez-vous à d'autres. N'hésitez pas à demander des temps de formation à la démarche. Caroline, vous rappelez, on est venu Oui, dans votre établissement et les gens étaient là et ils oui. voulaient apprendre, et pour apprendre de telles démarches d'ouverture de territoire apprenant, de réseau apprenant, eh bien, on les a appris par la mise en situation, en le faisant ensemble, et ça a permis de comprendre, beaucoup de choses, et peut-être qu'à ce moment-là, on voit des choses qui sont, moi, je ne sais pas bien entrer dans les détails là-dessus, mais qui sont dans une complexité administrative qui peut-être sont des fabrications, administratives, dont on Et une pourrait peut-être, simplification et aussi une source de simplification puisqu'on prend, l'exemple qu'on a vécu, ensemble, puisqu'ensuite, le fait de partager ce souci de la réciprocité a finalement, facilité aussi, des relations entre enseignants et élèves, élèves avec élèves, d'équipes pédagogiques avec des classes, qui pouvaient être, vues ou perçues comme compliquées et finalement tout ce travail consenti à essayer de se laisser faire à la démarche a finalement, rapporté, un enthousiasme aussi au-delà du projet de partager des moments ensemble en étant, je dirais sur la même longueur d'onde. Moi, c'est ça que j'ai ressenti, en tant que chef d'établissement, c'est qu'il y avait vraiment une cohésion entre les adultes et les élèves parce que, bah, i chacun se sentait, lié à l'autre par, ce qu'il pouvait lui apporter et que c'était pas uniquement, dans un sens. Il y avait pas que l'enseignant qui pouvait apporter à l'élève, il y avait aussi l'élève qui pouvait apporter, à et l'enseignant entre eux et je crois et que c'était entre eux le plus et entre eux alors entre eux, c'était assez, ça a été assez naturel, mais le fait de pouvoir apprendre, on avait, la coiffure, hein, les tresses africaines. Il y avait eu cet exemple-là et de se dire: «En fait, je suis fière de montrer à un adulte, à un prof qui normalement est celui qui m'apprend, je suis fière de montrer, et de le faire progresser» et c'est ça je l'ai vraiment, oui, et vous effectivement, reçu. vous rappelez, moi, un moment
un moment qui m'a beaucoup, beaucoup touchée dans ce qu'on a vécu ensemble, c'est, il y a eu d'abord le temps de formation avec les enseignants et puis, vous avez organisé avec les élèves qui étaient responsables dans leur classe de la citoyenneté, on a fait aussi une formation et moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est à quel point ils ont compris vite, à quel point ils ont ressenti, en fait, que c'était pour eux et par eux. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de en fait, c'était l'enthousiasme qu'ils avaient Un rôle, ouais, et c'est il me ça. semble Mmh. que quand on articule l'enthousiasme pour un projet, les reconnaissances réciproques et puis la joie d'essayer quoi. On a besoin de sentir, moi je dirais volontiers à des chefs d'établissement, mais vous savez que si, avec vous, des gens se sentent créatifs, comment dire? On m'a posé une fois la question, «Quelle serait pour vous, une idée force pour le 21e siècle?» C'était il y a 25 ans, donc c'était pour le 21e siècle qui commençait et en fait, j'ai pas su répondre par une idée, j'ai su répondre et j'ai écrit, c'est dans un bouquin qui a été publié, en fait, j'ai répondu par des liens. J'ai répondu pour moi l'idée force, pour notre avenir commun, c'est se relier donc se relier, ça veut dire c'est pas le lien social, c'est pas la même chose, le lien social et la relation. Se relier avec d'autres qui en savent autrement, qui savent autrement, qui peuvent autrement, qui ont d'autres expériences. Se relier, apprendre, toujours apprendre. Pour moi, un responsable hiérarchique, un responsable politique qui commence pas par apprendre sur son rôle, sur l'univers dans lequel il est, sur ses méthodes, sur les méthodes, peut être dangereux pour les autres et pour lui-même, hein. Donc se relier, apprendre et puis essayer. Essayer comme source de joie. Essayer, ça ne veut pas forcément dire créer. Ça veut dire on a le droit d'essayer des choses, on a le droit de s'apercevoir que c'est difficile et quelquefois c'est difficile non pas parce qu'on n'est pas bon, mais parce que c'est difficile, parce que ça va à l'encontre de la enfin, il me semble que des chefs d'établissement actuellement dans l'école voient bien comment il faut f construire une société plus solidaire, plus fraternelle, plus coopérative, plus réciproque, heu et que ça peut se faire à travers l'apprentissage des mathématiques, du de l'anglais, de l'espagnol ou du sport. Et et donc essayer des choses, s'apercevoir dès que c'est difficile parce que c'est difficile, parce que ça va à l'encontre de beaucoup de choses, y compris de nous-mêmes, hein, que quelquefois les peurs ou les refus, les a priori, ils sont en nous, heu et donc c'est difficile. Les erreurs n'ont pas le droit à l'erreur, tu vois? Mais considérer les erreurs comme des étapes de l'apprentissage, essayer et et donc tout le temps cette triangulation, se relier, apprendre, essayer, essayer nécessite de se relier à d'autres, nécessite d'apprendre des autres. Apprendre va permettre d'essayer des choses nouvelles. Il me semble que là, il y a une idée force, voilà, qui peut être intéressante pour des établissements scolaires. Et est-ce que, une dernière peut-être, clé de lecture parce que notre temps, avance, pour réussir donc la transition entre l'école éclatée et l'école ancrée dans son territoire apprenant, heu, ce serait quoi cette, 1re clé de lecture? Heu, moi, alors, première, je pense qu'il faut sortir, André de Peretti, que peut-être, certains de vos amis connaissent, André de Peretti, qui est un grand philosophe et pédagogue, disait: «Il nous faut sortir de nos clapiers», carrément. Il disait pas sortir de nos silos, mais sortir de nos clapiers, carrément. Heu, je pense qu'il faut, heu, développer notre conscience de nos enfermements. On est on est en fait, on a sans doute et c'est protecteur, hein. Moi, je continue à penser qu'il faut que l'école c'est ça la difficulté. Il faut ouvrir l'école et elle doit rester protectrice. Il faut qu'il y ait Ouais. une cohérence entre le dedans et le dehors. D'ailleurs, dans le dedans, il faut que ça soit ouvert et dans le dehors, il faut que ce soit protecteur. Sinon, c'est pas possible, hein et donc ce lien-là et puis c'est pas, aller au-delà de intervenants. Beaucoup d'enseignants le font, faire venir des intervenants. Mais pour moi, c'est la notion de projets transversaux, de projets dans lesquels on a besoin les autres on a besoin des parents, on a besoin de telle association, on a besoin de telle des retraités, on a besoin et cetera. Hem, heu et peut-être
j'ai un ami qui s'appelle Dominique Fauconnier, qui a donné une très belle définition du métier que je me suis appropriée, en s'appuyant sur le métier chez les compagnons du devoir, les compagnons du Tour de France. Hem, le métier, donc il raconte que le mot métier aurait pour origine, mysterium en latin ou ministerium. C'est vrai ou c'est pas vrai, on s'en fout. Heu, heu, en tous les cas, ce qu'il en sort, c'est le métier, c'est la traduction de nos valeurs, de ce qui est important, essentiel pour nous. C'est-à-dire de ce qui est construit dans le mystère de nous-mêmes, qui est construit à l'intérieur de nous. On n'a pas parlé là des valeurs, mais je pense elles y apparaissent un peu quand même. Hem, la traduction de mes valeurs en service ministériel, en service à autrui et donc je pense que la notion de territoire apprenant, hem, je vais donner un exemple, 2 de mes élèves voulaient apprendre la dactylo. Je suis allée voir le maire d'Orly, je lui ai demandé: «Est-ce que vous acceptez que des dactylos de la mairie leur apprennent?» Et ce qui a été décidé, c'est que c'était sur le temps de travail dactylo de la mairie et sur le temps scolaire. Donc ça donnait de la valeur à ce savoir. Moyennant quoi, elle faisait de la littérature, mais elle découvrait ce qu'est une mairie et cetera et cetera. Quand on est arrivé à Évry et que le réseau s'est développé sur Évry, heu, dans le collège Montesquieu à Évry, à l'époque, où des enseignants étaient intéressés par le réseau et le développaient dans le cadre de entre midi et 2, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, ce moment-là. Il y avait donc une dame, la maman d'un enfant tunisien qui venait apprendre la broderie en transmettre la broderie tunisienne et le président du syndicat d'agglomération nouvelle qui allait devenir le député maire d'Evry, Jacques Julien, avait accepté que cette dame vienne transmettre pendant 1 heure ou 2, une fois par semaine, la broderie tunisienne sur son temps de travail. Donc en fait, jamais j'aurais imaginé ça avant. C'est les surprises de la mise en relation, c'est les surprises de la réciprocité, c'est les surprises de la reconnaissance et donc à ce moment-là, tu t'aperçois que ton métier est en train de changer. Tu es pas là pour leur apprendre, tu es là pour qu'ils apprennent. Et c'est pas du tout la même chose. Tu es là pour créer les situations les plus ouvertes possibles, pour qu'ils puissent apprendre en toute sécurité et en sécurité physique, je sais bien que c'est le problème actuellement, en sécurité affective, ne jamais être moqué et en sécurité cognitive, ne plus avoir peur de se tromper. Et il me semble que ça peut complètement redéfinir non seulement le métier d'enseignant, non seulement le métier de chef d'établissement, mais même le métier de l'école. Enfin, je ne sais pas si c'est assez concret, mais Oui. Et je dirais même, et encore une fois pour l'avoir, aussi expérimenté, la société, on parlait d'ouvrir parce qu'on s'individualise, de plus en plus et s'enrichir mutuellement. Moi, je crois que c'est c'est ça ça. que j'ai envie de retenir en conclusion, c'est comment est-ce qu'on permet, à notre territoire, à nous de nous enrichir du territoire, à notre territoire de nous enrichir, à nous enrichir les uns les autres, quelle que soit notre, position hiérarchique et ce serait bien la conclusion que j'aurais envie de donner. Avant de vous Alors laisser conclure, Claire peut-être avant le oui. territoire, est-ce qu'on peut aller de plus en plus ensemble, non pas seulement vers des réseaux apprenants, non pas seulement vers des établissements apprenants, non pas seulement vers des territoires apprenants, non pas seulement vers des villes apprenantes et cetera, mais vers une culture apprenante. La culture Si la culture est une façon d'être, de dire, de faire et d'analyser, est-ce qu'on peut aller vers justement ce que vous définissez là, Caroline, ce que vous venez de définir? Pour moi, c'est une culture apprenante, Mmh mh. dont l'école serait un peu le Moteur. ferment Le quoi, point de rassemblement ah oui, aussi. ah oui, oui, Mmh. oui, ah Mmh. oui. Donc moi, je vais inviter tous ceux qui nous ont, écoutés lors de cet entretien passionnant, Claire, à aller, lire votre, dernier livre et pas que, donc Territoire, non, L'école éclatée et tous ceux, qui existent aussi, et la grande littérature, que vous avez,
rédigé avec Marc aussi. Et je vais vous laisser le mot de la fin, Claire. Mais je ne sais pas si, je saurais faire un mot de la fin. Heu, j'ai écrit un livre qui s'appelle «Puissance de la reconnaissance» et heu et je pense qu'on a beaucoup parlé dans l'école de bienveillance et je pense que la bienveillance sans reconnaissance peut très vite dériver vers la condescendance. Voilà. Et il me semble que la reconnaissance au sens de se reconnaître des humains égaux, se reconnaître les uns et les autres, savants, ignorants, se reconnaître soi-même, être reconnu par, ses qualités, ses compétences, ses savoirs, savoir dire merci, savoir être reconnaissant avec les autres, savoir admirer. Toute cette, reconnaissance dans ces différentes dimensions a 3 fonctions essentielles. Une fonction de prise en compte de son histoire, de relecture de son histoire, de relecture positive de son histoire. Une fonction, presque une fonction de preuve que l'on se donne à soi-même, que l'on vaut quelque chose, hein, sans forcément entrer dans ce qu'on a dit de vous. Une fonction de construction de la présence. Et au moment où on parle tellement du distanciel, on mélange tout, de la distance, de la présence, il me semble que retrouver le sens de la présence à autrui et de la présence d'autrui à soi est quelque chose d'essentiel et c'est la reconnaissance qui le permet. Et puis la 3e fonction de la reconnaissance, c'est une fonction de tremplin, c'est-à-dire puisque j'ai réussi ça, je peux encore essayer autre chose. Et il me semble que si, plutôt que de parler comme d'aucuns l'ont fait d'école de la bienveillance, si on parlait d'école de la reconnaissance, moi je pense que l'école retrouverait un sens, aussi bien en termes de signification que d'orientation vers quoi elle pourrait aller en faisant que chaque enseignant qui en fait partie se trouve heureux d'être là, quoi, se trouve heureux d'être là. La joie dans l'école, comme disait Snider, de la joie dans l'école. Je ne sais pas si Alors c'est un une grand conclusion? merci, c'est une très belle conclusion, Claire, qui nous propulse vers, la joie dans l'école et on aura à cœur de cultiver la joie dans l'école avec, ce beau témoignage, que nous avons partagé ensemble aujourd'hui. Donc un très, très grand merci. À très bientôt et j'invite tout le monde, à aller, prendre connaissance de votre, dernier ouvrage, L'école éclatée et je vous dis à très bientôt, Claire. Merci Caroline, merci École Humain.